Le musée d'État de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg est un microcosme de l'histoire russe. Il a connu les mêmes événements dramatiques, les guerres et la Révolution. Mais ses collections d'art ont survécu. Partout, la splendeur du décor rappelle aux visiteurs qu'il arpente un palais impérial. Par son style et son esprit, ce lieu est un monument. Chaque pièce en témoigne. C'est une chance que l'aménagement intérieur et l'âme du palais aient pu être préservés. Nous pouvons imaginer comment les empereurs et les impératrices vivaient, dansaient, s'activaient. Les conservateurs ont aujourd'hui remplacé les tsars. Ce sont eux dorénavant les responsables de la transmission de ce patrimoine. L'Ermitage occupe une place à part dans le cœur des hommes et des femmes russes. Il est bien davantage qu'un musée. Il incarne en partie l'âme du pays. C'est devenu un musée vivant dont le riche passé se transmet de génération en génération. En 2014, dans la salle du trône du Palais d'Hiver, les notables de Saint-Pétersbourg se sont rassemblés pour célébrer le 250e anniversaire de l'Ermitage. Avec ses 2000 salles et près de 3 millions d'œuvres, ce musée labyrinthique est l'un des plus vastes du monde. Il a été fondé en 1764 par Catherine la Grande, devenue impératrice de toutes les Russies après s'être emparée du trône à la faveur d'un coup d'État. Cette femme était une collectionneuse passionnée. Son ambition était sans limite. Il fallait que la Russie rattrape les pays européens. Militairement, mais aussi culturellement. À tous les niveaux. Il fallait donc que ces collections d'art soient démesurées, tout à fait impressionnantes. Dans les années 1760, elle a acquis d'un coup 3 grandes collections, dont celle du comte de Brühl de Dresde. Cette toile, qui est le premier chef-d'œuvre du Titien, a été acquise par l'impératrice Catherine la Grande. D'après Giorgio Vasari, elle serait l'une des premières qu'il ait peinte à Venise. La collection de Crozat, achetée en 1771, représentait une acquisition majeure car elle comprenait le premier Raphaël cédé à la Russie. C'était un ensemble de quelques 400 tableaux.
En 1779, elle a pris la décision très politique d'acheter la collection de Robert Walpole, le Premier ministre britannique. Elle voulait démontrer à l'Europe que les réserves d'argent de la Russie étaient absolument sans limite. La collection Walpole rassemble 198 peintures de toute première qualité. Ce n'était pas une simple lubie de femme capricieuse. C'était pour elle une affaire très sérieuse. De fait, lorsqu'elle a acquis la collection Walpole, la Russie menait 2 guerres de front, contre la Suède au nord et contre les Turcs au sud. Même dans des périodes aussi difficiles pour son pays, elle n'hésitait pas à consacrer de l'argent à la peinture. C'était important pour son image et elle en était parfaitement consciente. Imaginez ces bateaux qui accostaient juste en face du palais et qu'on déchargeait. Toutes ces caisses qui s'empilaient dans le couloir jusqu'au plafond. L'impératrice a acquis quelques 4000 œuvres de maîtres anciens, mais également des sculptures. Catherine II a réalisé de très importantes acquisitions, dont celle de la collection du marquis Lloyd Brown en 1787. Dans ce lot de 250 sculptures antiques provenant d'Angleterre, a été découvert, tout à fait par hasard, un chef-d'œuvre de Michel-Ange. Mikhail Piotrowski, qui a suivi les traces de son père, est l'actuel directeur du musée. Mes premiers pas en dehors de la maison, je les ai faits à l'Ermitage. Nous habitions à côté et mon père y travaillait depuis toujours. Mon enfance a été très formatrice. De là me viennent mon expérience du musée, mon goût pour l'archéologie et l'histoire ancienne. J'ai donc commencé mon apprentissage très tôt, en regardant faire mon père. C'était quelqu'un d'extraordinaire et très certainement un excellent directeur. Au milieu du 19e siècle, ces salles étaient occupées par le gouvernement. Le Conseil d'État de Russie siégeait ici. Et la pièce qui me sert actuellement de bureau abritait le cabinet ministériel de l'Empire russe. Par la suite, ils ont tous déménagé dans des bâtiments plus vastes. Mais nous avons toujours l'impression de faire partie du gouvernement de l'Empire russe. À l'origine, la collection de l'Ermitage était gérée par les tsars. De nos jours, ses directeurs sont nommés par l'État. Le bureau de Mikhail Piotrowski est un meuble qui appartenait à Alexandre III. Il disparaît aujourd'hui sous des piles de livres et de dossiers. Catherine la Grande nourrissait une obsession secrète pour les gemmes sculptées.
Bonjour, je suis désolé de vous déranger dans votre travail. C'est un plaisir de vous voir. Ces bijoux sont conservés dans leur meuble d'origine, signé David Röntgen. Comment se portent nos trésors? Toujours bien, j'imagine. Vous allez voir comment Catherine la Grande rangeait ses collections. Ces meubles ne sont pas des vitrines, mais ce sont de remarquables œuvres d'art. Nous avons tout laissé en état, car c'est ainsi que l'impératrice entreposait ses pierres. Je vais vous montrer. Rien n'a changé. C'est stupéfiant. Ces meubles ont été faits sur mesure. Ils ont été fabriqués expressément pour Catherine. Une telle quantité, c'est révélateur, n'est-ce pas? Oui. Une telle quantité et une telle qualité. Cette collection est un ensemble très important de l'Ermitage. Les acquisitions de Catherine II étaient toujours exceptionnelles. Elle choisissait les plus belles œuvres des plus grands artistes. L'impératrice collectionnait également les objets en argent. Ces pièces de vaisselle sont significatives de la richesse des tsars, qui résidaient dans le palais d'hiver et les utilisaient pour leurs banquets. Ce service de porcelaine de Sèvres a été spécialement créé pour l'amant de la tsarine, le prince Potemkin. Le musée de l'Ermitage est l'œuvre de Catherine II, mais son prédécesseur, Pierre le Grand, le fondateur de Saint-Pétersbourg, était également un collectionneur passionné. Une petite salle du trône, actuellement en restauration, a été construite à sa mémoire. Pierre le Grand a acheté à des pilleurs de tombes ces objets en or, fabriqués par des nomades scythes de Crimée au 7e siècle avant notre ère. D'autres trésors proviennent de Sibérie. C'est un échange qui a permis au tsar de s'approprier une œuvre exceptionnelle. La sculpture la plus célèbre de l'Ermitage a été acquise sous le règne de Pierre le Grand et elle est exposée ici, dans cette galerie. Elle lui a été donnée en 1719 par le pape Clément XI en échange des reliques de Sainte Brigitte. À sa mort, Catherine la Grande a laissé une fabuleuse collection. S'il était difficile de poursuivre une telle œuvre, chaque Romanov a néanmoins apporté sa pierre à l'édifice. Au début du XIXe siècle, Alexandre Ier triomphait des armées de Napoléon. Un portrait de chaque général ayant combattu à ses côtés est exposé dans la galerie 1812 du musée. Le petit-fils de Catherine II était lui aussi un collectionneur. Ses premières acquisitions, ce sont 4 sculptures provenant de la collection de Joséphine de Beauharnais, l'épouse de Napoléon. Des œuvres plutôt romantiques, signées Canova. Alexandre Ier a également fait venir des peintures célèbres de Paris. Son frère et successeur Nicolas Ier a considérablement modifié l'architecture de l'Ermitage, qu'il a orné d'un char de la victoire et d'une colonne en commémoration de l'écrasante victoire de la Russie sur Napoléon.
puis il a fait ajouter une aile supplémentaire au palais d'hiver. Cette galerie fait partie du nouvel Ermitage qui a été fondé par Nicolas Ier et qui est le premier musée ouvert au public. Le nouvel Ermitage est impressionnant, unique au monde, je pense. Lorsqu'il pénètre à l'intérieur, je vous assure que tous les visiteurs poussent des exclamations. C'est un espace remarquable, un chef-d'œuvre d'architecture muséale. Le nouvel Ermitage a été construit par Leo von Klenz et il est toujours considéré comme l'un des plus beaux musées du monde, à juste titre. L'Ermitage, c'est aussi la mémoire de la Russie, de l'Empire russe, de l'histoire russe. Nous essayons de maintenir vivant notre passé non seulement à travers les objets, mais également à travers l'architecture. En 1837, tous les trésors impériaux ont failli disparaître à jamais. Le palais d'hiver a été réduit en cendres, mais l'Ermitage a pu être sauvé. Dès le début de l'incendie, on a fermé les portes et arrosé les murs afin que les flammes et la chaleur ne pénètrent pas dans le musée. Les collections ont ainsi été épargnées. La reconstruction à l'identique du palais d'hiver, ordonnée par Nicolas Ier, a duré à peine un an. De nombreux serfs seraient morts durant les travaux. L'inauguration a eu lieu en 1852. C'était le premier musée de Russie ouvert au public. L'une de ses œuvres les plus célèbres est la Madone Lita de Léonard de Vinci. En fait, à l'Ermitage, il y a foule en permanence autour du Léonard de Vinci. C'est un flot ininterrompu de visiteurs. Tout le monde tient absolument à voir cette peinture. Deuxième tableau célèbre, la Madone Benoît. C'est une des grandes chances de l'Ermitage qu'elle ait été retrouvée à Saint-Pétersbourg, dans la collection privée de la famille Benoît. Lorsque le musée a décidé de se porter acquéreur, Nicolas II, qui ne finançait jamais l'achat d'œuvres d'art, a accepté cette fois-là de payer, car le tableau avait atteint un prix record. Dès la fin du XIXe siècle, les bouleversements sociaux qui secouent la Russie n'épargnent pas l'Ermitage. L'opposition au régime autocratique des tsars, qui continue de régner depuis le palais d'hiver, prend une ampleur considérable. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, Saint-Pétersbourg est rebaptisé Pétrograd. Certaines salles de la résidence impériale sont transformées en hôpital et plus tard en orphelinat. En 1917, les précieuses collections du musée sont en danger. On décide alors de les placer dans des caisses pour les acheminer vers Moscou, où elles seront à l'abri, hors de portée de l'armée allemande.
La Baltique étant entre des mains étrangères, on a été forcé d'évacuer les collections en 1917. 3 trains ont été affrétés, dont 2 sont parvenus à quitter Petrograd et à atteindre Moscou. Le 3e a été bloqué par la Révolution d'octobre et a dû rebrousser chemin. Nicolas II se trouve désormais confronté à 2 menaces: l'avancée allemande et le soulèvement bolchevique. La Révolution a eu d'importantes conséquences sur l'Ermitage, et évidemment aussi sur le Palais d'Hiver, la résidence de la famille du Tsar, même si ça a été moins spectaculaire que dans le film d'Eisenstein. Une révolution, c'est comme un incendie. Lorsque la situation est devenue difficile, le directeur de l'Ermitage a fait fermer les portes du Palais d'Hiver. Et donc, quand ce dernier a été pris d'assaut, le musée a été épargné. Personne n'a été autorisé à entrer, sauf, à un moment donné, les hommes de la garde révolutionnaire venus protéger les collections. L'horloge de la salle à manger blanche s'est arrêtée à 14h10, l'heure précise à laquelle les bolcheviks ont arrêté les membres du gouvernement provisoire réunis autour de cette table. 5 jours à peine après la Révolution d'octobre, le Palais d'Hiver et l'Ermitage ont été décrétés musées nationaux par le commissaire à l'instruction publique. Nicolas II est exécuté avec toute sa famille. C'est la fin de la dynastie des Romanov, dont les portraits sont lacérés. Petrograd est rebaptisé Leningrad et Moscou devient la nouvelle capitale de la Russie. Par extraordinaire, tout ce qui subsiste à l'intérieur du palais et du musée est maintenu intact, car désormais considéré comme la propriété du peuple. À la faveur de cette période de changement, une nouvelle génération est amenée à occuper le devant de la scène artistique. Après la Révolution, les artistes alors en vogue n'ont pas tout de suite accepté le pouvoir bolchevique. Ce sont des artistes de gauche ou d'avant-garde qui ont proposé leur service au nouveau régime. Kazimir Malevitch, le fondateur du suprématisme, a présenté en 1915 son célèbre carré noir sur fond blanc. Ce mouvement allait inspirer à Kandinsky, un autre artiste russe, quelques-unes de ses plus belles toiles. La propriété privée étant désormais interdite, les collections d'art de la vieille noblesse russe passent sous le contrôle de l'État. C'est ainsi que l'Ermitage s'enrichit de quelques-unes de ses œuvres majeures en vidant la demeure d'un riche commerçant moscovite, Sergueï Choukine, contraint de fuir l'Union soviétique. Bien sûr, il n'a rien pu emporter avec lui. Ni argent, ni lettres, ni documents. Rien. Et sa collection a été nationalisée. Van Gogh, Cézanne, puis Matisse. Picasso a été le dernier à entrer dans le musée.
Dans les années 30, le pays ne faisait pas bon accueil à l'art moderne. Les tsars ayant disparu, des directeurs sont nommés à la tête du musée et placés sous l'autorité de l'État. L'art occidental, considéré comme décadent, est interdit et soustrait au regard du public. Et les pièces exposées sont choisies en fonction de leur conformité aux valeurs communistes. L'archéologie est devenue la principale source d'objets d'exposition et la plus importante activité de recherche de l'Ermitage. Elle s'inscrit donc dans l'histoire du musée et plusieurs galeries abritent le fruit des travaux d'archéologues russes. Le plus vieux tapis du monde est découvert en Sibérie par une mission de l'Ermitage. Il était préservé dans la glace, dans une sépulture de Pazyryk datant du 5e siècle avant notre ère. Le règne de Staline, qui succède à Lénine, porte un coup terrible au musée. Les plans d'industrialisation de l'URSS sont financés par la vente d'œuvres d'art. Des objets en argent et des œuvres de maîtres anciens de l'Ermitage servent à payer des tracteurs et des machines-outils. La National Gallery de Washington a été fondée et offerte à la nation par le financier Andrew Mellon, qui a fait fortune dans la banque et l'énergie. C'était un amateur de maîtres anciens, et l'ensemble dont il a fait donation comprenait, entre autres, les 21 grandes peintures vendues par le gouvernement soviétique pour se renflouer. En 1911, Alexandre Benoît, un historien d'art russe, a publié un guide du musée. Et parfois, quand je tourne les pages et que je vois ces reproductions, je m'imagine les acheteurs prenant le livre dans la main et pointant les tableaux du doigt. Je veux celui-là, celui-là et celui-là, car on retrouve de nombreux chefs-d'œuvre reproduits ici. Ce musée est fascinant. On est là, quelle merveille cette peinture. Oh, elle appartenait à Andrew Mellon. Ah, dites donc, elle vient de l'Ermitage. C'était un coup extraordinaire, aucun doute là-dessus. Je crois qu'il a déboursé la somme de 6 600 000 $ de l'époque. Vous imaginez? C'était historique. Et ça l'est toujours, d'ailleurs. Ça a été une tragédie nationale, mais il était difficile de s'y opposer. Dans les années 30, il n'était pas vraiment possible de dire non au régime. Le directeur du musée, l'archéologue Joseph Orbeli, écrit à Staline pour le supplier de mettre un terme à cette hémorragie. Mais l'art n'est pas la seule victime des purges staliniennes. Le musée lui-même est touché au cœur et connaît l'un des chapitres les plus sombres et les plus mystérieux de son histoire. Des membres du personnel, considérés comme des ennemis du peuple, sont envoyés dans des camps de travail forcés. De nombreux employés de l'Ermitage ont été envoyés dans un goulag parce qu'ils appartenaient à une famille de la noblesse ou qu'ils étaient les enfants d'un officier de l'armée tsariste. Mon grand-père, Nikolai Bauer, travaillait à l'Ermitage depuis plus de 25 ans. Il a été arrêté, puis au mois de septembre, il a été exécuté. 45 employés ont été déportés, dont certains ne sont jamais revenus.
À ce jour, les raisons exactes de cette purge restent inexpliquées. Vous savez pourquoi ils ont été envoyés en camp? Je ne sais pas. Non. Mon père a passé peu de temps en prison, environ 6 mois. C'était le début des purges. Et Dieu merci, il a finalement été libéré. Il a été lavé de tout soupçon. Et je crois que cette décision l'a protégé durant les années qui ont suivi. Hitler a fait une déclaration que j'ai personnellement entendue. Il a dit que même si la ville refusait de se rendre, il finirait par s'en emparer. Il la raserait entièrement et tuerait tous ses habitants. Il nous exterminerait tous, jusqu'au dernier. L'Ermitage est peut-être le seul musée au monde à avoir frôlé aussi souvent le pire, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Il aurait pu être entièrement détruit, ou les collections auraient pu être intégralement volées et disséminées en Allemagne. Quand les Allemands sont arrivés près de Saint-Pétersbourg, nous avons préparé l'évacuation. Sur décision de Joseph Orbelli, les collections avaient déjà commencé à être emballées afin d'être expédiées dans l'Oural. Trois trains ont été affrétés, 2 ont réussi à quitter Leningrad. Le 3e a dû rebrousser chemin car la ville était encerclée, comme en 1917. Les tableaux ont été mis dans des caisses avec tout le reste et évacués dans les montagnes de l'Oural. Il ne restait plus que les cadres vides adossés au mur. La plupart des œuvres étant désormais à l'abri, les employés et leurs familles se réfugient dans les caves du palais d'hiver. Les Allemands bombardaient tous les entrepôts de nourriture. Il y avait cette incroyable odeur de sucre brûlé qui planait sur Leningrad. On la sentait partout. Il n'y avait plus de quoi manger. Les bombardements étaient incessants. Puis, les Allemands ont capitulé. Votre père était le préposé aux incendies? Tout à fait. Les feux se déclaraient essentiellement la nuit. Donc, durant toute la guerre, la nuit, il a fait des rondes dans ces salles. On a même une photo très très sombre qui a été prise ici même, dans cette galerie, une de ces nuits-là.
On n'avait qu'une obsession, trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Et on a mangé de tout. D'abord, des ceintures. Mon père en avait des tas à la maison. On les cuisait lentement pour assouplir le cuir. C'était très bon. Ensuite, il y a eu le chat de ma grand-mère. Ma mère a dit, « Tu dois choisir ce qui compte le plus pour toi, ton chat ou ta petite fille. » Ma grand-mère a pleuré, mais elle nous l'a donné. La viande de chat, c'est absolument délicieux. Les soldats arrivaient du front, affamés, fatigués de se battre. Un des guides de l'Ermitage a organisé une visite. Il n'avait que des cadres vides à montrer, mais il parlait des tableaux, il les décrivait. Et les gens étaient attentifs. Ils étaient heureux d'écouter même s'ils ne voyaient pas les tableaux. Durant le siège, un tiers de la population de Leningrad meurt, dont plus de 100 employés de l'Ermitage. La première exposition a eu lieu très vite après la victoire. Puis les galeries ont réouvert peu à peu et ces sculptures ont retrouvé leur place. Déjà, durant la guerre, la question de la compensation et de la restitution s'est posée. Dans tous les pays luttant contre l'Allemagne, mais en particulier en Russie, qui s'est fait piller une partie importante de son patrimoine. Il a ainsi été décidé qu'après la victoire, nous irions en Allemagne, d'abord pour récupérer nos collections, et ensuite pour nous approprier certaines œuvres en dédommagement de ce qu'elle avait fait subir à notre pays. Nous avons saisi des peintures et des objets archéologiques. De nombreux trésors pris aux nazis restent enfermés durant des années dans les réserves du musée. L'Allemagne les réclamant, le choix de les exposer serait trop controversé. En 1995, nous avons eu l'autorisation de montrer ces tableaux. Voilà pourquoi ils sont là. Peu importe ce qu'on a pris pendant la guerre. En revanche, je pense qu'il faut montrer ces œuvres au public. On ne devrait pas les cacher pendant des années et des années. Mais bon, ce n'est que mon opinion. Ce qui est criminel, c'est de ne pas exposer l'art. Une œuvre, il faut d'abord la montrer et ensuite discuter pour savoir à qui elle appartient. Ce sont peut-être des restes de l'éducation socialiste, mais pour nous, l'art prime sur la propriété et l'argent. Je crains que ce ne soit pas l'avis de tout le monde. En tout cas, c'est ce que nous enseignons à l'Ermitage. À la mort de Staline, le public découvre enfin les œuvres post-impressionnistes saisies dans les années 1920. Staline n'y connaissait rien à cette peinture. C'est un art que lui-même et son entourage détestaient. Ce n'est qu'à partir de 1956 qu'on a commencé à montrer les impressionnistes. Puis Van Gogh, Gauguin, Matisse et Picasso. Actuellement, toutes les œuvres majeures de ces artistes sont exposées.
En 1964, Boris Piotrowski, archéologue lui aussi, est nommé directeur de l'Ermitage. Le musée est alors un grand centre d'études et de recherche, mais on est en pleine guerre froide et les visiteurs étrangers sont extrêmement rares. Succédant à son père, Mikhail Piotrowski prend la tête de l'institution en 1992. J'ai grandi à l'Ermitage et je pense qu'il était tout à fait naturel, lorsque le musée s'est trouvé confronté à une situation particulière, de choisir quelqu'un qui avait grandi sur place, mais qui n'y travaillait pas. La perestroïka marque l'effondrement de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide. Leningrad retrouve son nom d'origine, Saint-Pétersbourg. À l'époque de la perestroïka, nous n'avions plus d'argent pour protéger et restaurer les œuvres, pour maintenir la toiture en bon état. Nous ne pouvions même pas assurer l'entretien courant des bâtiments. C'est auprès de nos collègues en Europe et aux États-Unis, qui vivent dans la jungle de l'économie de marché, que nous avons appris à gérer la situation. Nous avons réussi à faire un budget, à consacrer de petites sommes à la réalisation de travaux et à l'acquisition d'œuvres, à mobiliser les amis du musée et à obtenir un financement du gouvernement. Saint-Pétersbourg est depuis fort longtemps la capitale culturelle de la Russie, mais le centre du pouvoir se trouve à Moscou et Mikhail Piotrowski doit s'y rendre régulièrement pour des réunions. En tant que directeur du musée, son rôle est autant politique que culturel. Poutine est un dirigeant dans la pure tradition russe qui a pris de nombreuses décisions importantes afin d'aider au développement du musée. Et il y a autre chose. Il est originaire de Saint-Pétersbourg. Il est le premier dirigeant russe, depuis Nicolas II, à être né dans une grande ville. D'une certaine façon, il comprend les enjeux. C'est un homme de culture, sensible à ce que représente l'Ermitage. Il a été le premier non seulement à y envoyer ses invités, mais également à les y accompagner. C'est un fait rare dans l'histoire de la Russie, et je crois aussi dans celle d'autres pays. Nous sommes peut-être au début de ce que j'appelle la mondialisation de l'Ermitage. À l'instar de Pierre le Grand, nous devons ouvrir grand les portes, sortir de chez nous et être présents partout, car ce musée mérite d'appartenir au monde entier. L'institution, désormais largement tournée vers l'international, collabore avec des musées aux 4 coins du globe. Elle a ainsi prêté 70 tableaux au château de Houghton Hall, en Angleterre, dans le cadre d'une exposition qui recrée dans son intégralité la collection de Robert Walpole, vendue à Catherine la Grande. Toutes les œuvres que vous voyez ici sont exposées comme à l'époque. Ainsi, de chaque côté, à la plus belle place, vous avez 2 grands portraits de Van Dyck de l'Ermitage. Ils comptent parmi les plus beaux portraits de Van Dyck qu'on puisse voir dans un musée. Nous avons essayé de reconstituer la collection à l'identique, c'est-à-dire de reprendre l'accrochage du XVIIIe siècle. C'est une exposition exceptionnelle qui marquera très certainement l'histoire de la maison, mais également celle des relations entre nos 2 nations. Après tout, l'art est un moyen de rapprocher les pays, et rien ne l'illustre mieux à notre époque que cette exposition. Piotrowski est un globe-trotteur qui explore les collections du monde. Avec lui, le musée est entré de plein pied dans un autre siècle, un autre monde. C'était très difficile d'effectuer la transition de la période soviétique à l'époque contemporaine.
Ce qui est important pour nous, c'est de montrer que le musée est un organisme vivant et non un vieux fonds d'archives poussiéreuses. Que les sculptures contemporaines ont autant leur place dans l'histoire de l'art que les sculptures classiques. Par ailleurs, en faisant entrer dans le musée des œuvres d'aujourd'hui, on attire l'attention sur les anciennes collections que les visiteurs redécouvrent en venant voir les nouveautés. Parmi les 27 statues de la salle de Dionysos, j'en ai retenu 5. Elles ont toutes été retirées de leur socle et posées à même le sol, de façon à ce que les visiteurs se trouvent au même niveau que ces figures mythologiques que sont Vénus, Athéna, Eros, etc. C'était ma façon de redonner leur puissance à ces sculptures classiques. Dans une salle, seules étaient exposées des statues grecques et dans la salle voisine, des œuvres d'Antony. C'est à travers la porte que s'établissait le dialogue. C'était un projet difficile. Et ça nous a fait un choc de voir ces sculptures en fer que nous, on trouvait horribles, exposées dans cette galerie. Mais elles sont ludiques et les gens étaient amusés. Il y en avait qui essayaient de prendre les mêmes poses. Comme ça, comme ça. C'est au tour de l'Ermitage d'accueillir la biennale Manifesta d'art contemporain, et certains des artistes exposés réalisent leur œuvre sur place. Depuis la construction du Palais d'Hiver, des chats vivent dans ces galeries souterraines. Mon petit film pour la Manifesta sera exclusivement tourné dans les sous-sols. Et donc, je compte me concentrer sur les chats. Les chats représentent pour moi une sous-culture. D'accord. Ce sont mes amis, mes voisins, et je leur parle. Pour mon installation, j'utiliserai du bois et de la moquette. Et puis il y aura aussi, vous savez, ces structures en colimaçon sur lesquelles les chats peuvent grimper. Ce sera une sorte de lieu de vie pour chats destiné aux humains. L'ancien état-major de la garde impériale abrite désormais le nouvel espace dédié à l'art contemporain. Les projets architecturaux s'inscrivent dans le plan d'expansion de l'Ermitage. Nous avons ainsi aménagé en musée, sans les dénaturer, les bâtiments historiques de l'état-major. Ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est qu'en Russie, tout est plus grand et plus vide qu'ailleurs. Quand je regarde la Neva, j'ai toujours du mal à croire qu'un fleuve puisse être aussi immense. Et je suis aussi frappé par le gigantisme de la place, et par le fait que ce gigantisme n'est ni effrayant ni agressif, mais peut au contraire offrir un certain degré d'intimité. Pour les masses populaires, ça a tout d'abord été une expérience incroyable d'avoir accès aux espaces anciennement réservés aux dirigeants. Mais inévitablement, d'exceptionnel, cette expérience est devenue banale. De là nos efforts pour rendre la visite plus enrichissante. L'Ermitage a été fondé pour abriter les collections de Catherine II et montrer la grandeur de la Russie. Le musée était indissociable du palais.
L'Ermitage est à la fois une collection et un monument historique. Ce n'est pas qu'un lieu d'exposition. Nous savons tous que de nombreux événements se sont produits ici. L'Ermitage est un endroit unique, car on sent qu'entre ces murs, le cours de l'histoire a radicalement changé. Il joue un rôle d'épicentre dans l'histoire de la culture humaine. C'est pourquoi ce n'est pas seulement un lieu d'art, mais également un lieu d'histoire très important pour les Russes. L'art appartient à la communauté des hommes et doit donc être exposé. Ce musée est certainement le plus démocratique du monde, car il est le bien de tous. Il vit à travers les œuvres qu'il abrite et les salles qui le composent, à l'image de l'histoire de la culture russe. Palais et musées ne font qu'un.